Merci de renouveler votre confiance à Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. La République démocratique du Congo et l'ONU ont débuté le lundi 23 octobre le processus d'élaboration du plan de retrait de la mission onusienne comme demandé par Kinshasa d'ici la fin du mois de décembre de 2023. Il a par la même occasion indiqué que le 15 novembre, tout le travail devra être terminé. A renchéri Christophe Lutundula que vous suivrez dans ce grand direct. À Chikapa, au Kasaï, le général Silvano Kassongo annonce le recrutement de nouveaux éléments de la police nationale congolaise dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'objectif est de permettre à la police d'être efficace et prête à sécuriser la population selon les besoins actuels de la ville de Chikapa et même les 5 territoires. Après sa mission officielle à Kinshasa, la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Assaini, a regagné sa province la soirée du lundi 23 octobre 2023. Elle a été accueillie au pied de l'avion par les ministres de son gouvernement et d'autres officiels. Elle a par la même occasion invité la population à la vigilance en cette période où le pays se prépare aux élections générales afin que tout se déroule dans la paix. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, une vingtaine de civils au moins ont été tués dans la nuit de lundi à ce mardi dans l'est de la RDC dans une attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique, a-t-on appris de sources locales. Exosengoy nous en parle dans ce récit. Cette attaque a eu lieu dans un quartier périphérique d'Oïcha, localité du territoire de Béni, dans le nord de la province du Nord Kivu, où les assaillants ont tué et pillé. Jusqu'à présent, le bilan est de 20 morts. La tension est vive, les ADF ont endeuillé encore une fois Oïcha, a indiqué par téléphone à l'AFP en début de matinée Nicolas Kikuku, autorité de la ville. Cependant, à en croire Dario Siaira, rapporteur de la société civile du territoire de Béni, 26 corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général d'Oïcha. Ces victimes sont selon lui 12 mineurs et 14 adultes tués pour la plupart par arme blanche. Dario Siaira évoque lui aussi une vive tension à Oïcha où des véhicules humanitaires qui s'apprêtaient à distribuer des vivres ont été incendiés par des manifestants. À l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF sont implantés depuis les années 1990 dans l'est de la RDC, où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Ils ont prêté allégeance en 2019 à l'EI, qui revendique certaines de leurs actions et les présente comme sa province d'Afrique centrale. Sur le territoire ougandais, les autorités les accusent d'avoir tué 3 personnes, dont 2 touristes étrangers, le 17 octobre dans le parc Queen Elizabeth. Cette attaque avait été revendiquée le lendemain par l'EI. L'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe fin 2021 pour chasser les ADF de leur bastion congolais, sans parvenir jusqu'à présent à mettre fin aux attaques du groupe. Le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ishalingo Zandourujek, a inspecté les troupes engagées dans les opérations contre les terroristes du M23 en territoire de Massissi. Celui-ci appelle la population à avoir confiance en son armée qui est déterminée à défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Le lieutenant général Ichaligo Zandourujek, chef d'état-major général adjoint des FARDC, en charge des opérations et renseignements, s'est lancé sur différentes lignes de front en territoire de Massissi. Le numéro 2 de l'armée congolaise dit être venu pour remonter le moral des troupes qui défendent la République contre les terroristes du M23 appuyés par l'armée de Paul Kagame. C'est une mission de commandement et d'inspection des troupes pour essayer de corriger certaines choses et continuer avec le front. Vous savez que nous sommes en guerre. On doit continuer à consolider nos positions et à barrer l'ennemi les chemins. Le lieutenant général Ichaligo Zandourujek
demande à la population d'avoir confiance en son armée. La population doit être rassurée, l'armée est là pour continuer à travailler, à faire son travail et assurer la protection de l'intégrité territoriale. Dans cette descente, le chef d'état-major général adjoint des FARDC était accompagné du gouverneur militaire, le général-major Peter Turumwami, le commandant 34e région militaire, le général-major Brinon Pezo, ainsi que tous les commandants des grandes unités engagés dans les opérations contre les terroristes du M23 sur l'axe Massissi. La frontière congolo-rwandaise appelée Petite Barrière aura une nouvelle robe d'ici 9 mois suite aux travaux de sa modernisation lancés ce mardi par le ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Guissaro. Ces travaux financés par la Banque mondiale, une fois achevés, donnera une nouvelle image à la ville de Goma. Se réjouit le conseiller principal du gouverneur militaire en charge des infrastructures, David Kamoua. Les détails, encore une fois, avec Patrick Sielvois. C'est dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac que le lancement de ces projets de construction du poste frontalier de la Petite Barrière à Goma par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a eu lieu. Celui-ci précise que ces travaux ont connu un retard par rapport à d'autres coins suite à quelques aléas. Il est de noter que le poste frontalier de la Petite Barrière de Goma n'avait pas été construit dans la phase initiale du fait que le fonds de contrepartie nécessaire à l'indemnisation des personnes affectées par ce projet n'a pas été disponibilisé à temps au niveau du site de construction. C'est pourquoi, en date du 1er juillet 2022, un accord de financement additionnel a été signé entre le gouvernement et l'Association internationale de développement pour une enveloppe de 23 millions de dollars américains en vue de l'indemnisation des personnes affectées par le projet occupant, ainsi que la construction des infrastructures frontalières à la Petite Barrière, ce qui a permis une reprise du projet de la Petite Barrière de Goma. La Banque mondiale financière de ces projets veut voir les travaux se terminer avant la fin du mois de juin 2024. J'exhorte la cellule et l'unité de coordination du projet à assurer un suivi rigoureux et effectif des travaux pour qu'avant le 30 juin 2024, nous retournons ici ensemble pour célébrer avec les Gomatriciens l'inauguration de ces nouvelles installations, de cette petite barrière moderne. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, à travers Maître David Kamoua, représentant du gouverneur militaire, précise que ces projets, une fois achevés, présentera plusieurs avantages pour la province. Les relations commerciales et économiques entre nos États ont aujourd'hui un plus grand potentiel. Et nous devrions être capables d'utiliser ce potentiel avec le travail qui sera rendu dans les infrastructures frontalières modernes qui seront érigées ici. Ce qui va, à coup sûr, contribuer à l'amélioration de la transparence dans la gestion et éviter la corruption ainsi que les tracasseries. Soulignons que cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs couches sociopolitiques de la province. Fin mandat de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie a insisté sur le rôle inactif de la force de l'EAC dans la résolution des attaques du M23 appuyé par le Rwanda. Selon Christophe Lutundula, le chronogramme était bien ficelé tout en rappelant que le cantonnement du M23 devait intervenir du 24 août au 24 septembre dernier. À partir de cette date, donc le 24 septembre, l'EAC devait forcer, mais elle ne l'a pas fait, regrette le ministre des Affaires étrangères, et d'ajouter la force régionale n'a pas accompli son mandat, elle doit partir. Suivez. Pour nous, le mandat de l'EAC se termine au plus tard au mois de décembre. Il n'est pas question que l'EAC reste. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'auparavant, au mois d'août, la même réunion a eu lieu, d'abord avec le chef d'état-major des forces des pays membres de la communauté,
et ensuite le ministre de la Défense, on avait convenu 24 août au 24 septembre, le M23 doit se résilier à aller au pré-cantonnement et au cantonnement. S'il arrive le 24 et que cela n'est pas fait, l'EAC doit forcer. Si l'EAC ne force pas, pour nous, en fait, toutes les options sont ouvertes. Ils sont réunis, ils ont constaté que l'EAC n'a pas accompli son mandat. Au prochain sommet des chefs d'État, la question sera abordée. Et parce que nous, la RDC, nous avons réussi à faire modifier l'article 26.b du statut du SOFA, et nous avons introduit qu'à la demande de la RDC, le sommet des chefs d'État peut soit modifier, soit proroger, soit mettre fin au mandat. Et lorsque on met fin au mandat, il faut déterminer les modalités de retrait. C'est ce qui va se faire. Croyez-moi, parce qu'on a donné à l'EAC le temps de démontrer que sa force est venue pour soutenir les efforts internes, parce qu'on n'a jamais dit que la force de l'EAC va faire le boulot seul et que nos forces armées vont regarder. Ce sont des forces d'appui. ont débuté lundi 23 octobre le processus d'élaboration du plan de retrait de la mission onusienne comme demandé par Kinshasa d'ici fin décembre prochain. Il a par la même occasion indiqué que le 15 novembre, tout le travail devra être terminé. En outre, Christophe Lutundula est revenu sur les différents contacts enregistrés notamment à New York avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais surtout l'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a insisté à juste titre sur les retraits de la mission. On regarde. Nous allons maintenant, la RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement, les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major de la RDC et le commandement de la MONUSCO. Deuxième document, nous allons convenir des modalités pratiques, j'allais dire de la remise-reprise, c'est-à-dire de la reprise des activités qui sont actuellement accomplies et exercées par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Entendez par traditionnels, les programmes, les projets, les fonds et les agences de la MONUSCO. Troisième document, nous allons élaborer le plan, suivez bien, de la réduction progressive des effectifs. Je ne dis pas du personnel seulement, je dis des effectifs de la MONUSCO. Nous allons aussi élaborer un document programme qui montre comment l'ensemble du dispositif MONUSCO va commencer à partir. Lorsque nous avons demandé le plan accéléré, on a dû revoir la programmation de la transition initiale qui a été faite il y a de cela, je crois, 2-3 ans. On est parti de ce qu'on a appelé 18 jalons, c'est-à-dire 18 piliers, c'est-à-dire 18 principales tâches qui doivent être accomplies, les chantiers qui doivent être réalisés avant que l'on arrive au retrait effectif. Nous sommes revenus des 18 à 4. Les 4, la sécurité, la protection civile, l'accompagnement électoral et le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilité. Autre chose, la Cour de compte accuse plusieurs personnalités dont Deogracias Mutombo, Mwana Niembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo BCC, et Albert Youma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE, des détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes, l'a révélé ce lundi 23 octobre sur les plateaux du journal télévisé de la radio-télévision nationale congolaise, et ces accusations font suite aux résultats de l'audit mené en 2021 par l'Inspection générale de finances IGF sur la gestion de la BCC. Ces enquêtes couvraient la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Suivez Jimmy Munganga dans cet extrait choisi par Dorsa Mouteb Epi.
L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'Inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette Cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 $ au préjudice respectivement de la GECAMIN pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 $. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMIN et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Moulimbi, PCA de la GECAMIN au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMIN au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Après sa première parade avec les éléments de la police au Kasaï, le général Silvano Kasongo annonce les recrutements des nouveaux éléments de la PNC au Kasaï. Le souci est de permettre à la police d'être efficace et prête à sécuriser la population selon les besoins actuels dans la ville de Chikapa et 5 territoires. Silvano Kasongo promet de faire respecter les conditions requises dans cette opération de recrutement qui débute d'ici lundi de la semaine prochaine au stade de Kanzala. Suivez. L'impression est bonne, j'ai parlé à la troupe. Vous savez que la mission principale de la police, c'est de protéger les personnes à l'air bien, protéger les personnes honnêtes. Nous sommes là pour protéger les personnes honnêtes. Le commandant suprême nous a nommés ici pour mettre de l'ordre, pour qu'ils puissent travailler la main dans la main avec la population afin d'éradiquer la criminalité. Alors, nous demandons à la population de collaborer, de dénoncer les criminels qui sont parmi eux. Dans la police ou dans l'armée aussi, il y a des criminels. Nous menons des enquêtes, on a déjà arrêté quelques-uns et nous continuons à faire un effort pour qu'il y ait la paix. Oui, écoutez, nous avons reçu le télégramme du commissariat général, nous autorisant de recruter les policiers, les recrues, les nouveaux policiers. Il y a des critères, il faut être diplômé, avoir un minimum 30 ans. Alors, les recrutements vont commencer le lundi ici au stade. À vous la presse de faire la large diffusion pour que ceux qui veulent servir la nation puissent venir, que ce soit les femmes ou les hommes. Le gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini a regagné sa juridiction dans la soirée de ce lundi 23 octobre 2023. Cela après sa mission officielle à Kinshasa. Fifi Masuka Saini est rentré par l'aéroport national de Kolwezi. Les ministres de son gouvernement et d'autres officiels étaient au pied de l'avion pour l'accueillir. Elle a invité la population à la vigilance en cette période où les pays se préparent aux élections générales afin que tout se déroule dans la paix. Regardez. Elle a regagné sa juridiction dans la soirée de ce lundi 23 octobre 2023 par l'aéroport national de Kolwezi. Fifi Masuka Saini revient d'une mission officielle d'intense activité à Kinshasa. C'est entre autres celle relative au dépôt de la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi, la sortie officielle de la plateforme politique Masuka Saini Fifi qui a connu la participation des membres du présidium de l'Union sacrée, le forum sur la résolution des conflits communautaires et coutumiers avant de clôturer par l'audience
confiance accordée par le président Tshisekedi au président des assemblées provinciales et les gouverneurs sur l'état des lieux de toutes les provinces. Elle a été accueillie par les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, de son cabinet, le maire adjoint de Kolwezi, le bourgmestre de Manika et d'autres officiels. Se confiant à la presse, la chef de l'exécutif provincial a encouragé son équipe gouvernementale et ses représentants au niveau des entités territoriales décentralisées pour le travail abattu sur l'ensemble de la province. Félicitations pour le travail abattu. Nous tous nous avons suivi et pour cela, j'ai dit un grand merci. Toutes mes félicitations d'abord à la population de toute la province qui nous a soutenus, à mon équipe gouvernementale, nos communes, notre ville. Tout est en train de marcher, pas seulement les communes au niveau de la ville de Kolwezi, mais nous avons aussi les territoires. Ceux qui ont le temps de passer, ils verront que les chantiers de la République démocratique du Congo, en particulier au Lualaba et surtout les territoires. La gouverneure Masuka a rappelé qu'actuellement au Lualaba, c'est Tshisekedi ou rien. Elle a conscientisé ses administrés à la vigilance, surtout en cette période où le pays entier se prépare aux élections. Merci à notre Dieu, lui qui nous fait voyager, il nous a accompagnés jusqu'à déposer la candidature de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous disons au Lualaba, c'est cette candidature ou rien. Que Dieu Tout-Puissant continue à nous bénir, nous protéger et protéger toute la population du Lualaba pendant la période électorale. Nous demandons la vigilance de toute la population, de regarder son voisin et savoir ce qu'il est en train de faire pour que nous puissions en tout cas passer ces élections dans la paix. La joie était lisible sur tout cet échantillon des Lualabais de revoir la femme d'exception qui met valablement en œuvre la vision de Tshisekedi Tshilombo au Lualaba. Masuka Saini Fifi n'a pas caché son ambition de poursuivre encore avec plus d'énergie la transformation positive du Lualaba en vue de présenter un bilan présidentiel satisfaisant devant sa population. Autre actualité, le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, séjourne à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Ce 24 octobre 2023, Serge Njibou Ngoy et sa délégation étaient en visite à Mikuba Radio et télévision. Exaucé Ngoy nous signe ce reportage. Regarde. Le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Serge Njibou Ngoy, a saisi l'opportunité de son séjour à Kolwezi pour visiter les médias qui évoluent dans le chef-lieu de la province du Lualaba. À son passage à Mikuba Radio-Télévision, cette autorité du CISAC a palpé du doigt les conditions de travail de ce média. Les bâtiments, le matériel ainsi que les journalistes ont été appréciés par cette hôte qui n'a pas hésité à faire des suggestions. Une chaîne au diapason des usages pratiques, médiatiques, universels. J'ai visité, j'ai vu le matériel, il est imposant et j'ai compris qu'il y a du sérieux, de la détermination et de la volonté de bien faire. La suggestion, c'est qu'il faut davantage renforcer le mécanisme à travers lequel les journalistes accèdent à l'information, à la collecte des données qu'ils doivent traiter ici et mettre à la disposition du public. Ce dernier est en mission dans cette partie du pays en vue de vulgariser les directives sur la régulation de la campagne électorale et le code de bonne conduite des journalistes et des acteurs politiques. À en croire Serge Njibou, ces directives ne devraient souffrir d'aucune faille. Nous allons être de nouveau avec vous ici pour voir comment vous allez vous comporter par rapport au code de bonne conduite, par rapport à la directive et comment les acteurs politiques vont se comporter, parce que nous n'entendons pas transiger, ne serait-ce qu'un seul instant, sur l'application de toutes ces directives. Donc leur application ne devrait souffrir d'aucune faille. Au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, cette tournée de sensibilisation pose les bases avant le lancement officiel de la campagne électorale. Le chef-lieu du Lualaba a été la destination prise par les fils
et filles de l'association socioculturelle Luanzolo Kuba pour l'installation officielle du président national de la jeunesse de cette association. Maître Jean-Luc Mwandwe Kamembe a désormais les commandes de la structure nationale des jeunes de Luanzolo Kuba et devra relever le défi de la cohésion. C'est le président national de l'association Gabriel Kapia Moukéa qui a présidé le dimanche 22 octobre cette cérémonie d'installation en présence du représentant de l'autorité provinciale, le commissaire à la culture, Paulin Kalaoukapanda. Jean-Luc Mwandwe Kamembe est le nouveau président national de la jeunesse Luanzolo Kuba. La cérémonie d'installation de son comité s'est déroulée dimanche 22 octobre 2023 à Kolwezi, au chapiteau Rejoice. Tata René Lumuna Mubonde, président provincial du Lualaba de Luanzolo Kuba, a accueilli les patriarches Kapia à bras ouverts. En tout cas, nous le Luanzolo Kuba, province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, nous nous sentons honorés une fois encore de plus d'avoir organisé deux grandes manifestations. Prenant la parole, le président national de la jeunesse Luanzolo Kuba a demandé à ses siens de lui tenir main forte pour la réussite totale de son mandat. La jeunesse Luanzolo Kuba s'est résolue d'être compétitive et de faire entendre sa voix partout où elle se retrouve pour une prise en compte adéquate de ses décidérata et surtout pour une participation active dans les enjeux tant nationaux qu'internationaux. Chers jeunes et membres de Kisara, permettez-moi de paraphraser un des dirigeants de notre pays en vous disant ceci. Seul, je ne peux rien. Mais avec l'appui de tous les jeunes Luanzolo, je peux tout. Venant de la capitale que préfère pour installer les 26 membres que compose ce comité national de la jeunesse Luanzolo Kuba, Tata Dr Kapia Moukéa Gabriel n'a pas tardé à procéder à la lecture du procès verbal. Les responsables de la compagnie minière de Moussonoy ont lancé ce 21 octobre la campagne de distribution des intrants agricoles aux habitants des villages Tchaboula, Kapepa, Pierre Mouteba et Chizouza, une démarche qui s'inscrit dans l'accompagnement de ces populations d'agriculteurs. Teddy Dizamba. Comme à l'accoutumée, la compagnie minière de Moussonoy a porté assistance aux habitants des villages Chizouza, Kapepa, Pierre Mouteba et Tchaboula avec 2000 kg d'engrais, 2000 kg d'urée et 250 kg de semences de maïs dans chacun de ces 4 villages. La remise a été faite par le représentant de l'entreprise Comus. Aujourd'hui, Comus fait un geste purement social en dotant des intrants agricoles aux communautés impactées par ces projets d'exploitation. Jadis, la culture de maïs était pratiquée dans ces 4 villages, mais le rendement était tellement faible, dû premièrement à l'insuffisance des places, des espaces, deuxièmement, dû à l'appauvrissement du sol, et troisièmement, par manque de semences et engrais. Ces populations se décourageaient et abandonnaient ces activités au profit d'autres activités. Bien pourquoi Comus SAS volontairement accepte d'accompagner ces communautés pour réduire la pauvreté et aussi créer des petites et moyennes entreprises. Ce geste consiste en la distribution des intrants agricoles pour 40 hectares. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.